Bonjour à tous. Oui, je voudrais vous parler de l'enjeu que constitue la gouvernance d'entreprise par rapport à la thématique de notre débat, de notre réunion de ce matin. Quelle place pour l'éthique dans le monde de l'entreprise? Une entreprise qui se veut performante, responsable et qui inscrit son projet de développement dans le long terme, c'est aussi une entreprise qui se dote ou qui a l'ambition de se doter d'une bonne gouvernance. Gouvernance, système de direction et de contrôle de l'entreprise, pour faire simple. Cette gouvernance, elle se doit d'être efficace, de prendre en compte les enjeux de la société et du long terme, et elle doit aussi faire toute leur place aux différentes parties prenantes de l'entreprise. Donc cet après-midi, on vient de vous le dire, j'animerai un atelier avec 6 professionnels et experts, des chercheurs, des académiques qui ont travaillé, réfléchi autour de ces thématiques. La performance durable, l'intégration d'objectifs et d'indicateurs de performance environnementaux, sociaux, sociétaux, éthiques, dans la stratégie même de l'entreprise. On débattra aussi de la manière, dans l'entreprise, de prendre en compte dans l'intérêt social, l'intérêt général, les externalités. C'est Michel Alieta qui interviendra sur ce sujet. Et puis on aura avec nous un ami et collègue canadien qui a travaillé sur la thématique « En quoi et comment une entreprise peut-elle être porteuse de progrès pour la société tout entière ?» Alors, avant de dire un mot de cette gouvernance de demain ou en émergence, responsable, durable, il faut revenir un instant tout de même sur le chemin qu'on a parcouru depuis 2 décennies en matière de gouvernance, d'exercice professionnel de la gouvernance d'entreprise. L'objectif, je le rappelle, au départ, renforcer ou rétablir le pouvoir de contrôle des actionnaires sur les dirigeants en réaction à Galbraith, l'ère des managers souverains, tout-puissants. Le besoin est exprimé par les actionnaires, notamment les grands investisseurs institutionnels, les gérants d'actifs financiers, d'orienter, de contrôler l'action des dirigeants. Et comment le faire? Ils ne souhaitent pas eux-mêmes participer à la direction et à l'administration des entreprises, parce qu'ils estiment qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts entre le mandat qu'ils ont reçu de gérer au mieux les fonds, les actifs, de retraités, d'assurés, d'épargnants, et le fait d'être engagés directement dans la gestion de l'entreprise. Et donc, au début des années 1990, on dit, pour renforcer le regard et le contrôle des actionnaires sur les dirigeants, il faut en passer par les conseils d'administration, renforcer leur indépendance, leur compétence, leur professionnalisme, leurs moyens d'action. Et il faut le dire, en France, en Europe et dans beaucoup d'autres pays dans le monde, on a fait
au cours des 2 dernières décennies, des progrès considérables dans, oui, le mouvement de professionnalisation de la gouvernance des entreprises, notamment composition, rôle, moyens d'action des conseils d'administration. Je ne vais pas développer, j'ai simplement listé là. La composition des conseils d'administration des grandes sociétés. À la fin des années 1980, les conseils dans les grandes entreprises, partout dans le monde, sont, on pourrait dire, des clubs de pairs, P-A-I-R-S. Des dirigeants se retrouvent de manière réciproque, croisés dans les conseils. Ils ont à peu tous le même cursus, le même profil, et c'est un entre-soi, un petit monde, comme disent les sociologues. Les choses sont en train d'évoluer, et maintenant de manière très rapide, dans le sens d'une ouverture, d'une diversité plus grande des conseils, présence des femmes dans les conseils d'administration, appel à des administrateurs étrangers, rôle et présence des administrateurs salariés dans les conseils, bref, une dynamique. Aujourd'hui, on dit, ou on dirait, l'objectif en termes de composition du conseil d'administration, c'est de réunir un pool P2OL de compétences. Un pool de compétences. Et on ajouterait la diversité est une valeur positive pour le bon travail des conseils. C'est très nouveau. Deuxièmement, les conseils qui souvent étaient des chambres d'enregistrement, aujourd'hui jouent le rôle clé de voûte en matière de stratégie, sélection, évaluation des dirigeants, suivi des risques, audit. Les moyens d'action des conseils et des administrateurs. On a vu apparaître et se développer les comités du conseil. Comité d'audit, comité de rémunération, comité de nomination, comité stratégique. Ça peut paraître purement formel, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que dans les comités, on fait ce que souvent on ne faisait pas au niveau du conseil. On va au fond des choses. Et les administrateurs rencontrent les cadres, les dirigeants de l'entreprise. Il y a aussi le mouvement de professionnalisation des administrateurs eux-mêmes. Aujourd'hui, quand on veut devenir administrateur de société, il est admis qu'on doit s'y préparer, s'y former, accepter d'être évalué dans son travail. Et puis, il y a tout le mouvement de renforcement des processus de contrôle interne et de gestion des risques, comité d'audit, auditeur interne, auditeur externe. Et enfin, je ne développe pas, mais on pourrait le faire, dans l'information fournie aux actionnaires et au public, on a changé de monde. À l'IFA, il y a 200, on avait fait l'exercice suivant. Pour des sociétés cotées, on regarde leur rapport annuel, leur document de référence, il y a 10 ans et aujourd'hui. C'est très impressionnant. Il y a 10 ans, dans le rapport des sociétés, ce qu'elles disaient de leur activité ou de leur vécu, de leur sociologie, était très pauvre sur certains sujets. On ne parlait pas de la rémunération des dirigeants, aucune information publique. On ne parlait pas, ou on ne parlait que peu, et sur un registre de pure communication, de l'impact
des activités de l'entreprise sur l'environnement, sur le capital social, sur la société, ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la RSE. Prenez aussi dans les rapports annuels des sociétés il y a 10 ans et aujourd'hui les chapitres consacrés aux risques, l'identification des risques, la manière dont on les gère, dont on les contrôle. Bon, donc voilà toute une série de progrès. Je commence par cela avant de parler du deuxième âge de la gouvernance d'entreprise pour dire qu'on a un acquis, on a un socle, mais toujours dans l'objectif initial de la réforme, engagée au début à la fin du siècle précédent, dans les années 1990-2000, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, les codes de gouvernance, la loi Sarbanes-Oxley, on a l'axe, l'objectif qui était celui de ceux qui ont enclenché ce mouvement de la gouvernance d'entreprise, de la corporate governance moderne. L'objectif, c'était renforcer le rôle et les moyens d'action des actionnaires sur les managers. Mais dans une entreprise qui a comme objectif exclusif, dans l'univers anglo-saxon, de créer de la valeur pour les apporteurs du capital, pour les actionnaires. Point. Donc, sur ce premier registre, il faut le dire, on a beaucoup progressé dans la bonne direction de l'efficacité, du professionnalisme, de la collégialité, de la transparence en matière de gouvernance d'entreprise. Mais aujourd'hui, il y a des enjeux nouveaux. Et on en parle depuis ce matin, on en parlera cet après-midi. Une entreprise performante, responsable, je l'ai dit, évidemment, c'est toujours, et ça sera toujours, une entreprise rentable qui crée de la valeur pour ceux qui apportent le capital. Et surtout, on ne doit pas les oublier, ni les passer par-dessus bord, parce que le capital, c'est la condition de l'investissement, de l'innovation, du développement, tout simplement, de l'entreprise. Mais c'est aussi une entreprise responsable vis-à-vis de la société. Quels sont, je ne fais que citer les thèmes que nous allons développer, essayer de développer dans notre atelier cet après-midi. Le thème, la thématique de la responsabilité sociale ou environnementale, sociale, sociétale de l'entreprise. Au départ, il y a 10 ans, allez, c'était à 90% de la communication. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Un nombre significatif d'entreprises, pas toutes, ont pleinement intégré des objectifs et des indicateurs permettant de mesurer si on respecte, si on tient les objectifs dans le domaine de l'environnement, de la bonne gestion du capital humain, de l'impact de ce que fait ou ne fait pas l'entreprise, sur le territoire de proximité qui est le sien, le bassin d'emploi, la commune, mais aussi à l'échelle du monde, à l'échelle du globe. Bref, la RSE est en train de trouver pleinement sa place. En tout cas, le mouvement se développe au cœur même de la stratégie du projet d'entreprise. C'est aussi la thématique dite des parties prenantes. L'idée qu'une entreprise ne travaille pas et ne produit pas exclusivement pour générer du rendement, du profit pour ses actionnaires, mais qu'elle a aussi d'autres parties prenantes, comme on dit, est une idée qui est plus que maintenant
une pétition de principe. On le voit avec la présence, Alain Champigneux en a parlé, croissante d'administrateurs représentant les salariés ou les salariés actionnaires dans les conseils d'administration. Savez-vous que la France est numéro 1 en Europe pour l'actionnariat des salariés? Savez-vous qu'un salarié sur 2 dans les grandes et moyennes entreprises est actionnaire de son entreprise? Je ne veux pas survaloriser l'actionnariat des salariés, mais un salarié actionnaire, il a un double affectio societatis avec l'entreprise, par le travail et aussi par l'action, par le capital. Donc, prendre en compte, faire une place plus large, plus réelle, aux salariés dans la gouvernance et notamment dans les conseils d'administration. Mais c'est aussi, pour l'entreprise, être à l'écoute et répondre au mieux aux attentes de ses clients, de ses fournisseurs sous-traitants, des collectivités publiques, au niveau local, au niveau national. Troisième évolution, on la développera cet après-midi. Une bonne gouvernance, ça n'est pas seulement un ensemble de processus ou de procédures. Non. Une bonne gouvernance, elle repose sur des valeurs et une éthique, des comportements, notamment de la part de ceux qui ont la responsabilité de diriger l'entreprise. Je ne développe pas, tant ça devrait être évident, transparence, intégrité, sens de l'intérêt social et de l'intérêt général. Primauté donnée aux intérêts du client sur ses intérêts propres. Je pense en particulier au monde de la finance. Collégialité des processus de décision. Enfin, on insistera beaucoup cet après-midi sur la notion d'engagement. Une bonne gouvernance passe par un investissement, un engagement des uns et des autres. Les dirigeants, les administrateurs, les salariés, bien sûr, mais qui parle de l'engagement des actionnaires et des investisseurs? Savez-vous que jusqu'à une date récente, la moitié des actionnaires de nos grandes sociétés ne votaient même pas dans les assemblées générales? Ça ne va pas. Quand on est actionnaire, il doit y avoir une adhésion au projet de l'entreprise et une volonté de peser sur la stratégie, sur la bonne gestion de l'entreprise. Voilà, j'arrête là. Bonne gouvernance, 2 enjeux essentiels, efficacité, compétitivité d'une part, et deuxième enjeu, pour moi il est aussi important, la confiance. Une bonne gouvernance doit générer aussi entre les acteurs et de la part du public, du grand public vis-à-vis de l'entreprise, une adhésion fondée sur la confiance, des valeurs partagées. C'est le contrat social, ne l'oublions jamais, qui fonde la vie collective dans une démocratie comme la nôtre. Merci.